En septembre 1937, Chiang Kai-shek fuit la ville de Nankin. Quand les troupes japonaises prennent la ville, l'enfer va se déchaîner sur celle-ci. Et pourtant, c'était ni le premier massacre et encore moins le dernier. On reprend ça depuis le début. Alors déjà, on va remettre les vaches au milieu du pré, ou plutôt la Grande Muraille en Chine, comme vous voulez. Quand en septembre 1937 éclate la guerre sino-japonaise, la Chine et le Japon ne partiront pas en vacances ensemble. Aucun doute là-dessus. Et depuis 1894, l'Empire japonais ne cache absolument pas ses visées expansionnistes, entre autres en Chine, pour une raison assez simple. Le pognon. Enfin, les ressources naturelles, donc le pognon. Au XIXe siècle, le Japon découvre à son grand désespoir que le simple fait d'être une île ne va plus garantir son indépendance bien longtemps. L'Empire va donc se moderniser à marche forcée et qui va finalement transformer un pays traditionnaliste en pays ultra-nationaliste après la Première Guerre mondiale. Les militaires prennent le pouvoir, la sacralisation de l'empereur est à son maximum, la population est endoctrinée et les modérés passent aux oubliettes, au sens figuré et au sens propre. Et pour verrouiller tout ça, on remet au goût du jour un vieux code d'honneur militaire, le Bushido, qui, une fois modernisé à la sauce nationaliste, va surtout donner un gloubi-boulga fasciste. Mépris de la reddition, de la vie, sacralisation de l'empereur, supériorité de la race dans la version courte. Le Japon se voit comme un libérateur de l'Asie face aux blancs colonisateurs. La sphère de prospérité de la Grande Asie orientale, de son joli nom, pour dire « on vous colonise à notre tour, mais c'est pour votre bien », avec en bonus une petite supériorité raciale, les Japonais tout en haut, et les Chinois et les Coréens bien en dessous. Quant aux relations sino-japonaises, ça n'a jamais été trop la fête du slip. Si en 1874 cela semblait partir sur de bonnes bases, la situation va doucement pourrir entre assassinats politiques, expéditions punitives japonaises. En 1894, la première guerre sino-japonaise va marquer la victoire du Petit Pousset. Le Japon y gagne Taïwan, diverses îles, la péninsule du Liaodong et en cadeau bonus, la Corée, la K-pop et le dernier album de Blackpink. Peut-être pas les deux derniers. Le Japon obtient quand même par le traité des gains absolument énormes qui vont affûter les appétits occidentaux. Une semaine après le traité de Shimonoseki, France, Allemagne et Russie se lancent dans une arnaque à la brouteuse, force le Japon à revoir ses demandes à la baisse et confisque le Liaodong. En gros, le Japon prend la Chine pour un buffet à volonté et les puissances occidentales prennent le Japon pour un buffet à volonté. Et ça va pas du tout passer. Le Japon est humilié et en prime ne peut pas faire face à trois puissances occidentales. La Chine, de son côté, sombre dans la crise politique, la révolution, puis la guerre civile. Et pour la petite histoire, sinon tu ne serais pas sur Vox Chronica, 3 ans plus tard, les Russes vont louer la péninsule confisquée au Japon aux Chinois. Comme ça, c'est clairement l'hôpital qui se fout de la charité. Il en restera pour le Japon une haine de l'Occident, deux guerres, l'une contre les Russes qu'ils vont gagner, l'autre l'incident de Mutken, où les Japonais font eux-mêmes sauter leur voie de chemin de fer pour déclencher une guerre. Quand il y a de la gêne, il n'y a pas de plaisir. Après une crise provoquée de toutes pièces, le Japon impérial met la main sur la Mandchourie, rapidement déclarée indépendante et grosso modo rattachée à l'Empire, malgré un chef d'État fantoche. En 1936, rien ne peut donc vraiment arrêter le Japon qui est à son comble du nationalisme. Déjà car l'Europe a largement d'autres chats à fouetter, la Chine quant à elle nage bien joyeusement dans la guerre civile depuis 1927, et c'est ainsi dans la joie et la bonne humeur que le ministre Hajime Sugiyama, fervent partisan de la guerre avec la Chine, l'air de rien, déclare que si les Chinois ne sont pas gentils, ça va sentir le pampan-cucu sévère. Résultat des courses, les communistes et les nationalistes chinois arrêtent de se taper sur la tronche pour finalement s'allier contre un ennemi beaucoup plus gros, le Japon. Alors, on va remettre 2 secondes le prisonnier politique dans l'usine de basket. Mao qui s'allie à Chiang Kai-shek, c'est surtout à sa manière. Il arrête de taper sur les nationalistes, mais laisse bien Chiang se dépatouiller avec les Japonais. Mao ne fera ni plus ni moins qu'une offensive en 1940, et encore, il voulait pas du tout y aller. Et comme on l'a déjà vu, niveau excuses, les Japonais ne sont pas du tout du genre à y mettre des paillettes et des licornes. Les troupes japonaises sont alors en manœuvre nocturne, des coups de feu éclatent, après un bref instant de cohue, un soldat nippon manque à l'appel. Les Japonais exigent de fouiller les maisons environnantes avec toute la douceur qui les caractérise à cette époque. Quelques semaines plus tard, le 28 juillet, la guerre éclate. Quant au soldat japonais, il réapparaît quelques heures plus tard, alors qu'il revient tout simplement, on ne sait pas trop où. Certains disent la maison close, d'autres aux toilettes. En bref, l'un des plus terribles génocides de l'histoire de l'humanité va se déclencher tout simplement car un soldat est parti pisser sans prévenir. Ainsi, même si les Chinois vont réciter de longs mois, à leur retrait en novembre, ils laissent sur le carreau pas moins de 200 000 morts. Côté civil, on parle de pas moins de 3 000 victimes, morts, blessés, et de 30 à 80 000 femmes et enfants violés.
Et rapidement, dans une guerre absolument dantesque de par son volume, les Japonais vont avoir des méthodes de plus en plus discutables. Alors quand Nankin tombe aux mains des Japonais, la présence de civils occidentaux apportera un témoignage des pires atrocités. Mais paradoxalement aussi d'une lâcheté terrible des nationalistes chinois. Car en effet, Nankin, c'est aussi deux salles de ambiance. Chiang Kai-shek, qui, lui, ne voit pas vraiment l'intérêt de défendre sa capitale, qui, soit dit en passant, a la réputation dans l'imaginaire chinois d'être imprenable. Il laisse 100 000 hommes, peu entraînés, à eux d'y pratiquer une politique de la terre brûlée qui ne laisse aucun moyen aux civils de fuir. D'un côté, des soldats désertent, de l'autre, ce sont les officiers qui désertent et abandonnent leurs hommes. En bref, la panique la plus complète. Ils bloquent les portes de la ville, coulent les bateaux, bloquent toutes les routes d'accès, le tout officiellement pour préserver le calme. Ainsi, quand les Japonais prennent la ville, environ 200 000 personnes y restent, bien souvent les plus pauvres qui seront l'objet d'un sac en règle pendant pas moins de 6 semaines. On enterre vivants les prisonniers, on viole femmes et enfants, peu importe l'âge, on prend des photos souvenirs. Les Japonais n'auront aucune limite. Quand John Magee, un missionnaire américain, filme les massacres au péril de sa vie, il réussira à le faire sortir de Chine. John Rabe, un Allemand membre du parti nazi, tente d'intervenir en vain. Il réussira finalement à négocier une zone de sécurité et sauvera de 200 à 250 000 civils. John Rabe rentrera en Allemagne en 1938, rapatrié par son entreprise. Il y recevra les honneurs quant à son action, et quand il tentera d'avertir Hitler en lui envoyant des films du massacre, la Gestapo l'arrêtera et le mettra en prison. Si le prince Asaka et le général Matsui qui étaient en place à Nankin sont démis de leurs fonctions et mis au placard, et que le général Matsui va s'émouvoir des massacres, si c'est pas l'hôpital qui se fout de la charité, il serait tout à fait faux de résumer le massacre de la population à seulement Nankin. Au-delà des concours de décapitation, les viols collectifs, les enfants attaqués à la baïonnette pour ne pas s'être découverts devant des soldats japonais et autres prisonniers enterrés vivants, ainsi le Bushido ne laissait guère d'illusions quant au destin des personnes qui pouvaient se trouver sur la trajectoire d'une armée japonaise qui n'aimait pas du tout l'échec. Là où du côté japonais on pensait rapidement capturer Nankin, un ordre est donné de bien s'en comporter une fois la ville prise, mais ils feront face à une résistance acharnée. Et les pauvres bichettes, ils le supportent tout simplement pas du tout. Ainsi, la route de Nankin sera jalonnée par des massacres en tout genre. La ville sera mise à feu et à sang pendant des mois, et même après Nankin. Le Japon ne changera absolument pas de politique par la suite. Il va même accentuer sa répression, particulièrement sur les civils. En 1940, le Japon met en place la politique des 3 tout, sous-entendu tue tout, brûle tout, pille tout, qui fera 2,5 millions de morts jusqu'en 1945. La tristement célèbre unité 731 fera au moins 3000 victimes dans des expériences que l'algorithme YouTube m'interdit de vous raconter. Des campagnes dites de pacification qui feront ni plus ni moins que des centaines de milliers de victimes civiles. Et comme si ça ne suffisait pas, le Japon impérial met aussi en place le plus grand système d'esclavage sexuel étatique de l'histoire moderne. Les femmes de réconfort. 200 000 femmes et filles, majoritairement coréennes et chinoises, kidnappées, violées systématiquement dans des bordels militaires. 90% n'y survivront pas. Et encore de nos jours, le gouvernement japonais, il est en mode « c'est bon, on les a payés, on les a dédommagés, même si elle racontait n'importe quoi ». Également dans des massacres beaucoup plus planifiés de guerres bactériologiques qui feront au moins un demi-million de morts. Ainsi, durant toute la guerre sino-japonaise, puis la Seconde Guerre mondiale, les civils chinois paieront un prix fort, un prix bien plus fort quand on regarde de plus près. 26 millions de soviétiques, 6 millions de juifs, mais de 20 à 35 millions de chinois qui n'avaient ni Hollywood ni Wikipédia pour en parler. Et dans ce drame, c'est sans compter une mention honorable à Papi Chang qui a fait le gros du taf contre les Japonais, car oui, Papi Panda il a fait un pacte avec les nationalistes, mais il raisonne grosso modo comme Tonton Moustache. Et comme on l'a vu, Mao il est en mode légendaire stalinien, c'est-à-dire que les promesses n'engagent que l'imbécile qui y croit. Ainsi, Chiang abandonne Nankin aux Japonais sans possibilité d'en partir ou presque. Incendie de Changsha en novembre 1938, détruisant une ville historique et faisant 30 000 morts. Il ouvre les digues du fleuve Jaune et laisse pas moins de 900 000 morts. Après Nankin, la guerre devient totale et les civils vont prendre la foudre. De 1937 à 1945, la Chine entière plonge dans un enfer permanent. Villages rasés, population massacrée, famine organisée et un pays laissé en cendres. Les atrocités se poursuivent, sans caméra, sans témoins, sans procès. Alors, pourquoi Nankin est resté dans l'histoire? Parce qu'il y a des photos, des archives et surtout un procès. Parce que pour une fois, le monde a vu ce qu'il ne verra pas plus tard. Ainsi, le massacre de Nankin n'a pas commencé à Nankin et il ne s'est pas terminé à Nankin. Mais la vérité, c'est que Nankin n'est que la partie émergée de l'iceberg. Derrière les images, il y a de 20 à 36 millions d'autres victimes chinoises oubliées, brûlées, affamées, torturées, violées dans l'ignorance complète. Toutes celles que la brutalité japonaise d'alors a englouties dans le silence. Et pour ajouter de l'ironie à l'histoire,
Et pour les Japonais à l'époque, comme pour certains encore aujourd'hui, au mieux, c'est de la faute des Chinois, au pire, ça n'a jamais existé. Quand le procès de Tokyo jugera et condamnera les auteurs, ils seront sanctifiés dans le sanctuaire de Yasukuni, qui pourrit encore les relations diplomatiques régionales. Ce conflit que l'on appelait local, la guerre sino-japonaise, sera finalement absorbé dans la grande Seconde Guerre mondiale. Celle qu'on enseigne, qu'on commémore, qu'on filme. La guerre du Pacifique avait commencé finalement bien avant le 7 décembre 1941. Et le Parti communiste chinois, qui n'a pas peur du ridicule, récoltera les lauriers de la victoire dans la propagande officielle. Comme quoi, ils osent tout et c'est à ça qu'on les reconnaît. Et peut-être que la pire des insultes pour ces millions de victimes, c'est d'avoir été effacés de la conscience collective. Et vous voulez le pompon de l'hypocrisie? Les scientifiques de l'unité 731, ceux qui ont fait des expériences sur des vivants, ont négocié leur immunité avec les Américains en échange de leurs données. Pas de procès, pas de prison, certains sont même devenus profs de médecine après-guerre, parce que la guerre froide, c'était plus important que la justice. Et le plus important, qu'est-ce que vous pensez de ça ?